Ces observations étaient irréfutables. Ainsi les classiques n'y répondaient-ils pas. Ils alléguaient que l'art est absolu, universel, éternel, que ces règles qui sont les lois du beau, de même que les règles de la logique et de la géométrie, sont immuables, que les anciens les ont mieux comprises et que c'est pour cela qu'ils nous ont légué des œuvres incomparables. Qu'il en est de la beauté comme de la vérité et de la justice, qui ne sont susceptibles ni de plus ni de moins et vis-à-vis desquelles il est absurde de stipuler des réserves, puisque notre devoir est de nous en approcher le plus possible. Qu'il n'est pas vrai qu'il y ait une poésie, un art des Grecs, une poésie, un art des barbares, une littérature des anciens et une littérature des modernes, et qu'il n'y a qu'un seul et même art, dans lequel il est donné à chaque nation de réussir plus ou moins en raison de ses facultés et des conditions de son existence, même sans qu'on puisse dire pour cela qu'il n'y ait jamais changement de méthode, d'idéal, de genre ni d'espèce, que la diversité de la matière ne suffit point à justifier une différence d'école, pas plus que de principe, que les révolutions de l'histoire n'ont nullement pour corollaire une suite de révolutions parallèles dans les littératures et les arts, et que c'est justement ce qui a été démontré par les artistes de la Renaissance égaux aux Grecs, qu'abandonner une tradition consacrée par une si longue expérience et tant de chefs-d'œuvre, ce serait précisément rétrograder, et sous prétexte d'actualité, de nationalité, de variété, de mouvement, d'énergie, d'expression, tomber dans la débauche et substituer au culte de la forme celui de la vulgarité et de la laideur. Qu'au surplus, la nouvelle école n'avait qu'à témoigner de la vérité de sa critique par l'excellence de ses travaux, qu'on la jugerait à l'épreuve, opere probabitur opifex. Sans doute ainsi que l'ai fait observer tout à l'heure, cette réplique ne détruisait pas les observations des romantiques, mais elle ne manquait pas non plus d'un fond de vérité incontestable. La provocation finale était surtout dangereuse à relever. La dramaturgie romantique n'a point égalé la tragédie et la comédie du XVIIe siècle, et l'on en peut dire autant de la peinture et de la statuaire. Si l'on devait s'en rapporter aux échantillons, il faut l'avouer, il y aurait jusqu'à présent du moins cause gagnée pour les classiques. Mais le public, mais la postérité ne peuvent se tenir pour engagés par un premier insuccès, et quelle que fût la valeur actuelle positive de chacune des deux écoles rivales, leur assertion s'entrecroisant avec une apparence égale de certitude, sans se détruire, restait toujours à résoudre une question théorique du plus haut intérêt. En effet, s'il est vrai que la littérature et l'art ne forment dans l'humanité qu'une grande et unique évolution, que sous ce rapport tous les peuples constituent une seule famille, toutes les langues un même verbe, qu'en conséquence une sorte de catholicité ou d'université tendent à s'établir dans les choses du goût et de l'art, de même que dans celles de la science et de l'industrie, s'il est vrai encore que l'humanité ne puisse renier aucune de ces manifestations antérieures, que son avoir se compose du produit de toutes ces générations en concourant à un même but, il est certain par là même que la sphère de l'idéal, de même que celle du réel, est infinie, qu'aucun siècle ne pourra jamais se vanter de l'avoir tout entière parcourue, que l'idéal variant, malgré sa tendance à l'absolu, comme la réalité, aucun idéalisme ne peut soutenir la prétention de primer les autres et de poser en autocrate, de se poser en autocrate. Qu'il s'en faut de beaucoup que notre faculté esthétique trouve sa pleine et entière satisfaction dans la contemplation de formes ou figures prétendues idéales, et que la possession de la beauté épuise notre sentiment, que les éclairs du génie, les fulgurations de la conscience, les explosions de l'héroïsme, de la passion et du dévouement, toutes les manifestations de l'âme, toutes les situations, tous les accidents de la vie font aussi partie de notre domaine idéaliste, que cette partie de nous-mêmes, la meilleure et la plus vaste, ne saurait cependant trouver son expression dans une contrefaçon idolâtrique, puisque ce serait substituer un idéal à un autre, l'idéal grec à l'idéal moderne, qu'ainsi, puisque la raison esthétique nous apprend à distinguer les degrés et des espèces dans l'idéal, il y a lieu de distinguer aussi dans l'art entre les époques, les civilisations, les croyances, les langues et les races, que sous ce rapport nous avons, nous autres Français, aussi bien que les Allemands, les Anglais et les Scandinaves, aussi bien que les Grecs, les Hébreux et les Hindous, notre originalité, que cette originalité qui s'est révélée au Moyen-Âge dans la poésie des troubadours se reconnaît également dans les écrivains qui, depuis le XVIe siècle jusqu'à la Révolution, ont pris la tâche de nous infuser les idées et le style des anciens,
que cette assimilation, en ajoutant à notre fécondité, doit avec le temps ajouter à notre originalité, en sorte que nous pourrions nous vanter d'avoir eu deux révélations esthétiques, l'une au Moyen-Âge, l'autre pour ainsi dire humanitaire, qui doit se poursuivre indéfiniment. Ainsi se résoudrait par la théorie du progrès et de la communion humaine la contradiction des deux écoles, toute autre décision étant nécessairement entachée de partialité. L'artiste complet, celui auquel doit être adjugée la palme, ne peut plus être désormais ni un classique, ni un romantique, ni un homme de la Renaissance, de la Grèce ou du Moyen-Âge. C'est celui qui, sachant combiner tous les éléments, toutes les données de l'art, les conceptions de l'idéal supérieur à la tradition, saura le mieux-être de son temps et de son pays. Cette synthèse ne paraît pas avoir été jusqu'à ce jour comprise. Des deux côtés, il y avait de la raison, mais des deux côtés aussi insuffisance de raison. Classiques et romantiques ne purent parvenir à s'entendre. Les premiers, qui avaient la haute main dans les études, qui occupaient des fauteuils dans les académies et étaient en possession de diriger le goût du public, persistèrent dans leur routine et devinrent de plus en plus insignifiants et ennuyeux. Les autres ne réussirent pas à formuler clairement leurs principes, bien moins encore à produire des œuvres supérieures aux anciennes, comme on les avait sommés de le faire. Loin de là, ils se montrèrent par la nature de leur prédilection tout aussi inconséquents et rétrogrades de leurs adversaires. Le Moyen-Âge, qu'on croyait avoir enterré en 89, avec sa féodalité, ses châteaux, ses cathédrales, sa chevalerie, sa langue, ses mœurs, redevint à la mode. Fantaisie compromettante que devait bientôt et cruellement expier la monarchie légitime. Insensiblement, les romantiques, poètes, littérateurs et artistes se faufilèrent à l'Académie. Ils en avaient fait assez pour que les juges impartiaux et le gros du public admissent l'utilité d'une transaction. On commença donc à se regarder sans rire, et on se fit des emprunts réciproques. La question n'était pas vidée, puisque l'on ne s'entendait point, mais l'horizon semblait agrandi, l'art et la littérature rendus plus libres. De guerre lasse, la polémique tomba, une nouvelle décadence commençait. Le calcul, celui de l'astronome comme celui du teneur de livres, ne supporte pas la plus petite erreur, la justice pas le moindre arbitraire. La science devient impossible pour peu qu'elle admette de faits controuvés, d'observations incomplètes ou de phénomènes surnaturels. La philosophie tourne à l'absurde si ses récits sont irrégulièrement formés, ses définitions équivoques, ses analyses inexactes, ses généralisations hypothétiques. Il en est ainsi de l'art. Plus il cherche l'idéal, plus il a besoin de précision et de vérité. L'équivoque, l'incertitude des idées et des principes, le vague de l'objet, l'indéfini lui sont antipathiques, l'empêchent de se développer et de vivre. La transaction tacite entre le classicisme et le romantisme fut comme le doctrinarisme en politique en hypocrisie. Ce qui tue l'art, en ce moment où il le déshonore, c'est la confusion et l'irrationalité. C'est ce que nous allons démontrer par les exemples les plus célèbres. Confusion et irrationalité de l'art pendant la première moitié du XIXe siècle. David, Delacroix, Ingres, David d'Angers, Rude, Robert, Vernet. J'écrivais en 1858 « L'art est la liberté même, refaisant à sa guise et en vue de sa propre gloire la phénoménalité des choses, exécutant, qu'on me passe le mot, des variations sur le thème concret de la nature. L'art ainsi que la liberté a donc pour matière l'homme et les choses, pour objet de les reproduire en les dépassant, pour fin dernière la justice. Pour juger de la beauté des choses, en d'autres termes pour les idéaliser, il faut connaître les rapports des choses. Toutefois, si l'art ne peut se passer de cette connaissance ni la contredire, elle ne peut pas non plus le suppléer et ne l'explique pas tout entier. Il relève encore d'une autre faculté, qui est le sentiment même du beau et de l'art, ou plus simplement le goût. Cette dernière proposition contient tous les principes de critique en matière d'art, critique toujours arbitraire en quelque chose. Dans la science, dans le droit, il est toujours possible d'avoir raison du sophisme par la logique et l'expérience, et la démonstration acquiert force de choses jugées. Les œuvres de l'art ne s'apprécient pas seulement par raison démonstrative, mais aussi par le sentiment que l'œuvre éveille dans l'âme du spectateur, sentiment qui ne peut se définir et dont l'unique loi est qu'il ne reconnaît pas de loi. On peut juger par cette citation de Gustivus et Coloribus non disputadum
que je professe, que les principes que je professe aujourd'hui en fait d'art, je les professais déjà en 1858 et qui n'ont pas été inventés pour les besoins de la thèse. Il y a dans toute œuvre d'art deux choses qui, selon moi, doivent toujours marcher de front, la raison et le goût. Supprimer une de ces deux choses, l'art disparaît. Sans une raison, je dirais même sans une philosophie profonde, que cette raison soit intuitive ou réfléchie, peu importe, l'œuvre d'art se réduit à néant. Il n'y a rien qui soit de plus mauvais goût, qui choque davantage notre sentiment esthétique que l'absurde, mais réciproquement, sans une certaine puissance d'idéal, l'art, avec toute la raison du monde, n'est plus que de la science, voire du métier. Et comme la science et l'industrie ne se produisent pas sous cette forme, que ce serait du travail en pure perte, l'art savant, dépourvu de goût et d'idéal, c'est encore de l'absurde. Or, comme les facultés de raison et de goût ne sont point proportionnelles l'une à l'autre, sans dans aucun sujet, comme la rationalité d'une œuvre d'art n'est point la mesure du talent qui a dépensé l'artiste, ni la rigueur du raisonnement, la garantie de l'excellence du goût chez le critique, j'ai pris pour règle, dans les jugements qu'on va lire, et au rebours de ce que font la plupart des écrivains qui s'occupent de ces matières, d'insister avec force sur l'appréciation morale et rationnelle, dont je me crois plus sûr, mais de ne présenter qu'avec réserve mon appréciation esthétique, qui pourrait m'être purement personnelle. Celui qui raisonne le mieux n'est pas pour cela celui qui a le meilleur goût, il s'en faut immensément. C'est pourquoi le critique d'art doit être fort circonspect. Il n'est pas de matière où la critique d'art soit sujette à commettre de plus lourdes bévues. De la sorte, je laisserai le lecteur juge en dernier ressort entièrement libre de son sentiment, tout en ne négligeant rien de ce qui peut servir à le motiver. David. Lorsque j'étais étudiant à Paris, il m'arrivait quelquefois le dimanche d'aller visiter la galerie du Louvre. Là, je m'arrêtais presque toujours pendant quelques instants devant le Léonidas aux Thermopyles. J'aimais, je l'avoue, cette peinture héroïque. Je sentais un soupir naître dans ma poitrine, mes yeux devenir humides en présence de ce Léonidas si calme, disant à ses 300 Spartiates « Ce soir, nous souperons chez Pluton ». Je regardais avec une émotion religieuse ces guerriers si beaux, pleins d'un enthousiasme sacré, gravant de la pointe de leur épée sur le rocher au pied duquel ils allaient faire le sacrifice de leur vie, cette simple et sublime épitaphe. Passant, va dire à Lacédémone que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. Plus tard, j'ai entendu dénigrer cette œuvre de David, exemple achevé du genre classique ou académique. Mais que prouvent, me disais-je, ces épithètes? Qu'aurait-on donc fait? Qu'aurait donc fait ici à la place de David, le plus habile romantique? L'art, tel que l'entendent les critiques de David lui-même, n'a-t-il pas pour but la représentation de l'homme? Et quand cette représentation produit un effet pareil à celui que j'éprouve, ne peut-on pas dire que l'artiste a atteint son but, qu'il s'est élevé au sommet de l'art? Qui dit classique dit conforme à la tradition grecque, et pourquoi pas? Tant mieux pour les Grecs si après plus de 2000 ans les œuvres de leurs artistes nous servent de modèle, de même que le patriotisme de leurs guerriers nous sert d'exemple. Aussi bien ce tableau ne venait-il pas à son heure pendant notre grande époque révolutionnaire, classique ou non? Y a-t-il aujourd'hui beaucoup de peintres de la force de David? Notre génération serait-elle capable d'en inspirer, d'en produire de cette valeur? Tel était mon sentiment que je donne pour ce qu'il vaut et que je laisse chacun maître d'apprécier d'après son goût personnel. Plus tard, quand l'impression se fut calmée, il me vint des doutes qui se formulèrent peu à peu dans la critique suivante. Sans doute l'idée fondamentale du tableau, le dévouement à la patrie, est excellente et l'entreprise venait à propos. Mais pourquoi être allé choisir ce sujet de Léonidas? Une telle peinture, très bonne assurément pour servir d'illustration à l'histoire d'Hérodote, propre à édifier un élève de rhétorique, sachant le grec, n'en est pas moins irrationnelle, fausse en elle-même et sous plus d'un rapport. D'abord, elle ne signifie rien pour le peuple appelé à la contempler, et qui non seulement ne sait pas le grec, n'a jamais lu Hérodote, ne connaît point les démêlés du roi de Perse avec les Hellènes, mais encore est absolument hors d'état de comprendre pourquoi ces guerriers sont tout nus, hors la tête, armée de casques. Pourquoi le peintre leur a fait de si beaux corps et de si beaux visages qu'on les prendrait pour des anges dépouillés de leurs ailes? Pourquoi aussi ils se ressemblent tous?
histoire grecque, type grec, nudité grecque, comme il convient aux athlètes et aux dieux de la Grèce, inscription grecque et tout grec, ce peut être fort agréable pour un analyste, un archéologue, mais qu'importe aux Parisiens de 1838, aussi étais-je toujours seul à contempler le Léonidas. Puis, m'abandonnant de plus en plus au fil de mes idées, je me disais encore qu'il était fâcheux que les artistes grecs, contemporains de la guerre médique, moins occupés de temples, de processions, de sacrifices, moins dévots à leurs dieux et plus reconnaissants envers leurs citoyens, ne nous eussent pas laissé sur le marbre ou la toile une représentation de la défense de Thermopyle, qu'un pareil tableau nous intéresserait aujourd'hui bien autrement que celui de David, qu'on y retrouverait au moins la vérité de l'époque, du pays, des costumes et des figures, que le sentiment patriotique n'y aurait sans doute rien perdu, et l'art pas davantage. Il est vrai que dans l'esprit de la religion et des mœurs grecques, cette apothéose des 300 Spartiates par la peinture ou la statuaire aurait semblé une injure aux dieux, à qui seul devait être attribuée la victoire. On aurait craint, après avoir obtenu leur protection, leur courroux, raison de plus pour qu'un artiste du XIXe siècle ne se chargeât pas de conférer aux compagnons de Léonidas cette solennelle immortalité. Au lieu de réparer un oubli des Grecs, il manquait une fois de plus à l'histoire, dira-t-on pour excuse, que ce ne sont ni Léonidas et ses Spartiates, ni les Grecs et les Perses qu'il faut voir dans cette grande composition, que c'est l'enthousiasme de 92 que le peintre a eu en vue, et la France républicaine sauvée de la coalition. Mais à quoi bon cette allégorie? Quelle nécessité de passer par le défilé des Thermopyles et de rétrograder de 23 siècles pour arriver au cœur des Français? N'avions-nous pas nos héros, nos victoires? De toute manière, la conception de David, soumise à la critique rationnelle, apparaît décidément fausse. Or, dès qu'une conception artistique est reconnue fausse, l'exécution même la plus correcte ne nous touche plus. Inutile de savoir en quoi elle pourrait être défectueuse. L'appréciation que je viens de faire du Léonidas put s'appliquer à la plupart des tableaux du même maître, le Serment des Horaces, les Sabines, Brutus et ses fils, Bélisaire. David, je n'hésite pas à le reconnaître, a été vrai dans ses tableaux et son témoignage est véridique. La Révolution française a été en partie l'œuvre des Grecs et des Romains. Il était juste que David leur témoigna en notre nom la reconnaissance qu'il méritait. Je n'en persiste pas moins à dire, toute cette peinture qui se donne pour sérieuse et conjecturale, eu égard aux sujets qui n'ont rien de national et ne peuvent intéresser que des amateurs instruits, c'est de la peinture d'illustration bonne à mettre dans les ouvrages destinés à être donnés en prix au collège. En généralisant toutes ces observations, nous devrons en conclure que tout tableau d'histoire représentant une action dont l'artiste n'a pas été témoin, dont il n'est pas même contemporain, et que la masse de son public ignore, est une fantasmagorie et au point de vue de la haute mission de l'art, un non-sens. J'aime, je l'avoue, les belles gravures de l'histoire d'Alexandre d'après les tableaux de Lebrun, mais c'est affaire pour moi de curiosité et jusqu'à un certain point d'archéologie. C'est que de pareilles estampes, quand elles sont faites avec soin et intelligence, sont comme les antiquités de Montfaucon, un moyen d'intéresser l'enfance à l'histoire et aux usages des anciens peuples. C'est que l'homme, parvenu à sa maturité, aime, en revoyant les leçons de ses premières années, à se réjouir que les admirations de sa jeunesse. Dans les admirations de sa jeunesse. Hors de là, je déclare que ni Lebrun, ni David, ni aucun autre du même genre ne saurait m'intéresser, et que je ne me dérangerai pas plus pour un passage du Rubicon que pour un tête-à-tête de Paris et d'Hélène.